Il y a des solitudes qui creusent l'âme jusqu'à l'os. Thomas Hartwell le savait mieux que quiconque. Lui qui depuis 15 ans regardait le soleil se lever et se coucher sur ces terres vides, sans personne pour partager ses espoirs ou ses peines. Dans les plaines du Nebraska où le vent porte les murmures du passé, cet homme de 50 ans vivait comme un fantôme dans sa propre maison. Jusqu'au jour où un mystérieux colis changea tout. Une simple boîte en bois sans expéditeur, gravée de ces mots « Ouvre-le, maintenant ». Quand Thomas céda enfin à la curiosité et souleva le couvercle, une femme apparut dans sa cuisine. Belle, souriante, affirmant être son épouse selon un vieux contrat familial. Cette histoire raconte comment l'amour peut traverser le temps et comment certaines promesses lient les âmes par-delà les générations. Mais qui était vraiment cette femme? Avant de revenir au cœur de l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et, si ce récit vous a touché, abonnez-vous, car demain je vous ai préparé quelque chose d'extraordinairement spécial. Thomas Hartwell se réveillait chaque matin à 5 heures précises, sans besoin de réveil. Cette habitude s'était ancrée en lui depuis la mort de ses parents, comme si son corps avait décidé de compenser le vide de sa maison par une discipline rigoureuse. Il se levait dans l'obscurité complète de sa chambre, les pieds touchant automatiquement les pantoufles usées posées au pied du lit, et se dirigeait vers la cuisine, en évitant par réflexe la latte de parquet qui grinçait près de la porte. La maison Hartwell avait été construite en 1879 par son arrière-grand-père Jeremiah, un homme dont les portraits austères ornaient encore le couloir principal. C'était une bâtisse solide, aux murs épais et aux fenêtres généreuses qui laissaient entrer la lumière dorée des plaines du Nebraska. Mais depuis 15 ans, cette lumière semblait avoir perdu de son éclat, comme si elle aussi portait le deuil de la famille qui l'habitait autrefois. Thomas préparait son café dans la même tasse ébréchée que son père utilisait, une habitude qu'il avait prise sans s'en rendre compte. Il restait debout près de la fenêtre de la cuisine, observant l'horizon infini où la terre rencontrait le ciel dans une ligne parfaite. Ces moments de contemplation silencieuse étaient devenus sa forme de prière, sa manière de communiquer avec un monde qui semblait l'avoir oublié. Le ranch s'étendait sur 800 hectares de terre fertile, héritage de générations de Hartwell qui avaient défriché, labouré et élevé du bétail sur ces plaines. Thomas possédait 150 têtes de bétail Aberdeen Angus, des bêtes robustes aux robes noires qui paissaient paisiblement dans les prairies vallonnées. Il connaissait chaque animal par son tempérament, chaque pâturage par ses particularités, chaque coin de sa propriété comme d'autres connaissent les rides de leur visage. Mais cette connaissance intime de sa terre ne comblait pas le vide qui grandissait en lui chaque jour. Thomas était devenu un homme de peu de mots, non par choix, mais par manque d'interlocuteurs. Ses seules conversations régulières se limitaient aux échanges nécessaires avec le vétérinaire, le marchand de grains, et parfois quelques phrases avec Martha Kowalski, sa voisine de 70 ans qui habitait à 3 kilomètres de là. Martha était une femme remarquable, veuve depuis 20 ans, qui avait élevé 4 enfants partis vivre dans de grandes villes. Elle possédait cette sagesse particulière des gens qui ont traversé les épreuves avec dignité, et ses yeux bleus pétillaient encore d'une malice juvénile. 2 fois par semaine, elle apportait à Thomas un plat cuisiné maison, prétextant en avoir fait trop pour elle seule. Thomas savait bien qu'elle cuisinait exprès pour lui, mais il acceptait cette gentillesse avec reconnaissance, conscient que sans ces visites, il pourrait passer des semaines entières sans entendre le son d'une voix humaine. La solitude de Thomas n'était pas née avec la mort de ses parents. Elle avait commencé 3 ans plus tôt, quand Sarah Morrison, sa fiancée de longue date, avait décidé de partir pour Chicago. Sarah était institutrice à Prairie Creek, la petite ville située à 20 km du ranch. Ils s'étaient rencontrés lors d'une fête paroissiale et avaient entretenu une relation paisible pendant 8 ans. Sarah était une femme douce, aux cheveux châtains toujours tirés en chignon sage, qui rêvait d'une vie plus animée que celle que pouvait offrir la campagne du Nebraska. Thomas se souvenait encore de leur dernière conversation, dans cette même cuisine où il buvait maintenant son café solitaire. Sarah avait les yeux rougis par les larmes retenues et parlait d'une voix tremblante mais déterminée. « Je t'aime, Thomas, mais je peux pas rester ici. Cette terre me fait peur. » Elle avale les gens, elle les fait disparaître dans sa vastitude. « Je veux des enfants qui grandissent près d'autres enfants, une maison où l'on entend les voisins vivre, des rues avec des réverbères et des magasins. » Thomas avait tenté de la convaincre, proposant de vendre une partie du ranch pour acheter une maison en ville, mais Sarah secouait la tête avec tristesse. « Tu ne peux pas quitter cette terre, Thomas. Elle est dans ton sang, dans chaque fibre de ton être. Et moi, je ne peux pas y rester. Nous nous aimons, mais nous n'appartenons pas.
au même monde. Elle était partie un mardi matin de printemps, ses valises chargées dans sa petite voiture bleue. Thomas l'avait regardée s'éloigner depuis le perron, la silhouette de la voiture rapetissant jusqu'à devenir un point sur la route droite qui menait vers l'autoroute. Il était resté là longtemps après qu'elle eût disparu, comme s'il espérait la voir faire demi-tour. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de sa vie d'adulte. Non seulement parce qu'il avait perdu la femme qu'il aimait, mais parce que le départ de Sarah avait confirmé ses pires craintes. Il était peu, être condamné à la solitude, prisonnier d'une terre qu'il ne pouvait abandonner et qui effrayait ceux qu'il aimait. L'accident de ses parents était survenu 2 ans après le départ de Sarah, un soir de février où la neige rendait les routes traîtresses. Ils revenaient de leur visite mensuelle chez la sœur de sa mère à Lincoln quand leur voiture avait quitté la chaussée pour percuter un arbre. Thomas avait appris la nouvelle par un appel téléphonique du shérif à minuit passé. Il se souvenait encore de la froideur de la voix officielle qui lui annonçait que ses parents étaient morts sur le coup, que c'était probablement le verglas, qu'il n'y avait rien à faire. Les funérailles avaient rassemblé toute la communauté de Prairie Creek et des environs. John et Mary Hartwell étaient respectés et aimés de tous. Ils avaient été des piliers de leur église, des voisins serviables, des gens sur qui l'on pouvait compter. Thomas avait reçu des centaines de condoléances, des plats cuisinés pendant des semaines, des offres d'aide sincères. Mais quand l'agitation s'était calmée, quand les visiteurs avaient repris leur routine, Thomas s'était retrouvé seul dans la grande maison silencieuse. C'est alors qu'il avait pris l'habitude de parler aux portraits de ses ancêtres accrochés dans le couloir. Il leur racontait sa journée, ses préoccupations concernant le bétail, ses réflexions sur la météo. Ces conversations à sens unique l'aidaient à supporter le poids du silence, même s'il se sentait parfois un peu fou de chercher du réconfort auprès de visages figés dans des cadres dorés. Le portrait qui l'intriguait le plus était celui de son arrière-grand-père Jeremiah. L'homme avait un regard intense, presque troublant, et une expression que Thomas n'arrivait pas à déchiffrer. Était-ce de la détermination, de la tristesse ou quelque chose d'autre? Sa grand-mère lui avait raconté quelques histoires sur Jeremiah quand il était enfant, des récits fragmentaires sur un homme qui avait vécu des épreuves mystérieuses et parlait parfois de promesses qu'il devait honorer. Thomas possédait encore la vieille Bible familiale de Jeremiah, un livre épais à la reliure de cuir craquelé qui contenait l'arbre généalogique des Hartwell sur plusieurs générations. Il la consultait parfois, cherchant des indices sur ses origines, des explications à cette mélancolie qui semblait courir dans les veines de sa famille comme un héritage génétique, car Thomas avait remarqué un motif troublant dans l'histoire de sa lignée. Les hommes Hartwell avaient tendance à rester célibataires ou à perdre prématurément leur époux. Son arrière-grand-père Jeremiah ne s'était jamais marié. Son grand-père Henry avait épousé une femme qui était morte en couche avec leur premier enfant. Son père John avait eu la chance de vivre un mariage heureux avec Mary, mais il n'avait eu qu'un seul enfant après des années d'essais infructueux. Cette observation alimentait les doutes de Thomas sur sa propre capacité à fonder une famille. Peut-être Sarah avait-elle eu raison de partir. Peut-être était-il effectivement destiné à la solitude, dernier maillon d'une chaîne familiale marquée par l'isolement et la perte. Pourtant, malgré ses pensées sombres, Thomas continuait à espérer. Il avait aménagé une des chambres d'amis en nurserie potentielle, avec un berceau en bois qu'il avait fabriqué de ses mains durant les longues soirées d'hiver. Il avait gardé la robe de mariée de sa mère dans l'armoire de cèdre, soigneusement préservée dans du papier de soie. Ces objets étaient comme des promesses qu'il se faisait à lui-même, des paris sur un avenir qui tardait à venir. Ses journées suivaient un rythme immuable. Après le café matinal et la contemplation de l'horizon, Thomas sortait nourrir le bétail, vérifier les clôtures, entretenir les bâtiments. Il prenait son déjeuner debout près de l'évier, généralement un sandwich qu'il préparait la veille. L'après-midi était consacré aux tâches administratives, à la maintenance du matériel, parfois à la lecture. Le soir, il regardait les informations à la télévision, puis lisait dans son fauteuil jusqu'à ce que ses yeux se fatiguent. Cette routine était à la fois son refuge et sa prison. Elle lui donnait une structure, un sens à ses journées, mais elle l'enfermait aussi dans une existence prévisible et solitaire. Thomas avait conscience de cette contradiction, mais il ne savait pas comment en sortir. Comment briser un cercle quand on ne sait même pas où il commence? C'est dans cet état d'esprit qu'il vécut les premières semaines d'octobre, observant les couleurs d'automne transformer ses terres en patchwork doré et rouge. Les matins devenaient plus frais. L'herbe se couvrait de rosée qui scintillait dans la lumière naissante.
C'était sa saison préférée, celle où la terre semblait se préparer au repos hivernal avec une mélancolie qui faisait écho à la sienne. Thomas ne se doutait pas que sa vie allait bientôt basculer de manière si radicale qu'il aurait du mal à croire que l'homme qui se levait chaque matin à 5 heures dans cette maison silencieuse était bien le même que celui qui découvrirait bientôt les mystères cachés de son héritage familial. Le destin, semblait-il, avait d'autres projets pour le dernier des Hartwell. Le matin du 23 octobre commença comme tous les autres matins depuis 15 ans. Thomas se réveilla à 5 heures, enfila ses pantoufles et se dirigea vers la cuisine dans l'obscurité familière de sa maison. Mais quand il alluma la lumière du perron pour vérifier la météo, son regard tomba sur quelque chose d'inhabituel. Un colis posé sur les planches de bois, juste devant la porte d'entrée. Thomas fronça les sourcils. Il n'attendait aucune livraison, et le facteur ne passait jamais si tôt. D'ailleurs, le plus proche voisin habitait à 3 kilomètres. Et la route qui menait à son ranch était un chemin de terre que peu de gens empruntaient sans raison précise. Il ouvrit la porte et sortit pieds nus sur le perron froid, ramassant le mystérieux paquet. C'était une boîte rectangulaire, d'environ 30 centimètres de long sur 20 de large, faite d'un bois sombre qu'il ne reconnut pas immédiatement. Le bois était ancien, patiné par le temps, avec des veines complexes qui dessinaient des motifs hypnotiques à sa surface. Ce qui frappa Thomas en premier, c'était le poids inhabituel de l'objet, ni trop lourd, ni trop léger, comme s'il contenait quelque chose de dense mais délicat. Il retourna la boîte dans tous les sens, cherchant une étiquette d'expédition, un nom d'expéditeur, n'importe quel indice sur sa provenance. Rien, pas même son propre nom ou son adresse. Comment quelqu'un avait-il pu déposer ce colis sans connaître son identité? Et pourquoi ici, dans cette ferme isolée, au milieu de nulle part? En l'examinant de plus près sous la lumière de la cuisine, Thomas découvrit des détails qui le troublèrent davantage. Le bois était orné de gravures complexes, des entrelacs géométriques qui semblaient raconter une histoire que ses yeux n'arrivaient pas à déchiffrer. Certains motifs lui rappelaient vaguement des symboles qu'il avait vus dans la vieille Bible de son arrière-grand-père, ces illustrations mystérieuses qui accompagnaient l'arbre généalogique familial. Mais ce qui retint vraiment son attention, ce fut l'inscription gravée sur le couvercle en lettres élégantes mais légèrement irrégulières, comme tracée à la main. « Ouvre-le, maintenant ». Thomas posa la boîte sur la table de la cuisine et recula instinctivement. Ces mots simples portaient une urgence qui le mettait mal à l'aise. Pourquoi maintenant? Que se passerait-il s'il attendait? Et d'abord, qui pouvait bien connaître suffisamment sa situation pour lui envoyer un message si direct, si personnel. Il tourna autour de la table, observant la boîte sous tous les angles, cherchant un moyen de l'ouvrir. Il n'y avait pas de fermoir visible, pas de charnières apparentes. Le couvercle semblait parfaitement ajusté au reste de la structure, comme s'il avait été taillé dans un seul bloc de bois puis découpé avec une précision d'orfèvre. En passant ses doigts le long des arêtes, Thomas sentit un léger creux sur l'un des côtés. En y regardant de plus près, il découvrit une petite serrure dissimulée dans les motifs décoratifs, si bien intégrée qu'elle était presque invisible. Le mécanisme semblait ancien, ouvragé, et possédait cette patine particulière des objets qui ont traversé de nombreuses décennies. Thomas fouilla dans les tiroirs de la cuisine, cherchant quelque chose qui pourrait faire office de clé. Tournevis, couteau, épingle, rien ne semblait correspondre à la forme complexe de la serrure. Il était sur le point d'abandonner quand ses doigts rencontrèrent un objet métallique au fond du tiroir à couvert. C'était une petite clé en cuivre, ornée de la même complexité que la boîte elle-même. Thomas ne se souvenait pas l'avoir jamais vue, pourtant elle était là, dans son propre tiroir, comme si elle l'avait attendue. Quand il la prit dans sa main, le métal était étonnamment chaud, presque vivant. La clé s'ajustait parfaitement dans la serrure. Thomas hésita un instant, la main posée sur le métal. Une part de lui voulait refermer le tiroir, ranger la clé et faire comme si cette boîte mystérieuse n'existait pas. Sa vie était peu, être solitaire et prévisible, mais elle était rassurante dans sa monotonie. Cette boîte représentait l'inconnu, le changement, et Thomas n'était pas sûr d'être prêt à affronter ce qu'elle pourrait révéler. Mais la curiosité fut plus forte que la prudence. Il tourna la clé d'un quart de tour vers la droite. Un déclic léger résonna dans le silence de la cuisine, suivi d'un soupir étrange, comme si la boîte retenait son souffle depuis longtemps. Thomas souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, posé sur un coussin de velours rouge fané, se trouvait un parchemin roulé, attaché par un ruban de soie noire. À côté du parchemin,
une photographie ancienne au bord jauni et une bague ornée d'une pierre verte qu'il ne reconnut pas. Mais avant qu'il puisse examiner ces objets de plus près, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'air de la cuisine sembla frémir, comme chargé d'électricité avant un orage. Une douce lumière dorée émana de la boîte, baignant la pièce d'une lueur chaude et apaisante. Thomas cligna des yeux, certain d'halluciner. Quand sa vision se stabilisa, une femme se tenait près de l'évier, lui tournant le dos. Elle était grande, élancée, vêtue d'une robe simple de couleur crème qui semblait d'une autre époque. Ses cheveux bruns étaient rassemblés en un chignon bas qui laissait voir la courbe gracieuse de sa nuque. Thomas resta figé, incapable de prononcer un mot. La femme se retourna lentement et leurs regards se croisèrent. Elle avait des yeux noisettes extraordinaires, d'une profondeur troublante, et un sourire qui exprimait à la fois la joie et une mélancolie infinie. Son visage était d'une beauté classique, intemporelle, avec des traits fins et une peau qui semblait illuminée de l'intérieur. « Bonjour, Thomas », dit-elle d'une voix douce, légèrement voilée par un accent qu'il ne parvenait pas à identifier. « J'ai attendu si longtemps ce moment. » Thomas ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il recula d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à ce que son dos rencontre le mur. Cette situation dépassait tout ce qu'il pouvait comprendre ou accepter. Les gens n'apparaissaient pas ainsi dans les cuisines, sortant de nulle part comme dans les contes de fées. « Qui êtes-vous » parvint-il finalement à articuler, sa voix éraillée par la surprise. La femme fit un pas vers lui, ses mains jointes devant elle dans un geste qui se voulait rassurant. « Je suis Elena Castellano », répondit-elle simplement. « Votre épouse. » Thomas émit un rire nerveux, proche de l'hystérie. « Mon épouse ? Mademoiselle, je ne sais pas qui vous êtes, ni comment vous êtes entrée chez moi, mais je peux vous assurer que je ne suis marié à personne. Je crois que vous faites erreur. » Elena sourit avec une patience infinie, comme si elle s'attendait à cette réaction. « Je comprends votre confusion, Thomas. Moi-même, j'ai mis du temps à accepter cette situation. Mais nous sommes unis par un contrat signé par nos familles il y a très longtemps. Un engagement qui lie nos âmes au-delà du temps et de l'espace. » Elle désigna la boîte ouverte sur la table. « Le parchemin dans cette boîte contient notre certificat de mariage. Il a été signé par votre arrière-grand-père Jeremiah Hartwell et mon arrière-grand-père Giuseppe Castellano en 1890. Nous avons été fiancés avant même de naître, Thomas. » Thomas secoua vigoureusement la tête, refusant d'entendre ces absurdités. C'est impossible. Les gens ne se marient pas avec des contrats signés par leurs ancêtres morts, et ils n'apparaissent certainement pas dans les cuisines comme par magie. Vous devez partir. Maintenant. Mais même en prononçant ces mots, Thomas savait qu'il mentait. Une part de lui, profondément enfouie, reconnaissait cette femme. Pas son visage, il était certain de ne l'avoir jamais vue, mais quelque chose de plus subtil, de plus troublant. Sa présence éveillait en lui des émotions qu'il croyait mortes, des espoirs qu'il avait enterrés avec le départ de Sarah. Elena s'approcha encore, et Thomas remarqua qu'elle se déplaçait avec une grâce particulière, comme si ses pieds effleuraient à peine le sol. « Je sais que c'est difficile à accepter, » murmura-t-elle. « Moi aussi, j'ai résisté à cette vérité pendant longtemps. Mais nous sommes liés, Thomas. Votre solitude, votre incapacité à trouver l'amour durable, tout cela a une raison. Vous m'attendiez sans le savoir. » Ces mots touchèrent Thomas en plein cœur. Comment cette étrangère pouvait-elle connaître ses peurs les plus intimes, ses doutes les plus profonds? Comment savait-elle qu'il se sentait condamné à la solitude? « Qui êtes-vous vraiment » chuchota-t-il, sa colère cédant la place à une fascination troublée. Elena tendit la main vers lui, et Thomas remarqua qu'elle portait une bague identique à celle qu'il avait vue dans la boîte. « Je suis celle qui vient accomplir une promesse vieille de plus d'un siècle. Je suis celle qui va vous apprendre que l'amour véritable peut triompher du temps et de la mort. » Thomas regarda cette main tendue, cette femme mystérieuse qui bouleversait sa réalité d'un sourire et de quelques mots. Une part de lui criait de fuir, de courir chercher de l'aide, de retrouver la sécurité de sa solitude familière. Mais une autre part, plus forte, l'encourageait à accepter cette main, à embrasser l'impossible. Pour la première fois depuis 15 ans, Thomas Hartwell n'était plus seul dans sa cuisine. Thomas resta immobile pendant de longues secondes, fixant la main tendue d'Elena. Cette situation dépassait tout ce que son esprit rationnel pouvait accepter. Pourtant, il ne pouvait nier la réalité de ce qu'il voyait. Cette femme était là, dans sa cuisine, aussi réelle que le sol sous ses pieds ou l'air qu'il respirait.
Vous dites que nous sommes mariés, finit-il par articuler, sa voix tremblante. Montrez-moi ce contrat. Helena hocha la tête avec compréhension et se dirigea vers la boîte ouverte sur la table. Ses gestes étaient d'une élégance naturelle qui captivait Thomas malgré sa confusion. Elle prit délicatement le parchemin roulé et défit le ruban de soie noire qui l'entourait. Le document était ancien, d'un beige jauni par le temps, et couvert d'une écriture manuscrite dans plusieurs langues. Thomas reconnut l'anglais, mais il y avait aussi des passages en italien et dans ce qui ressemblait à du latin. Les signatures au bas du document étaient ornées de sceaux de cire rouge qui portaient des armoiries complexes. Voici l'accord conclu entre Jeremiah Hartwell et Giuseppe Castellano le 15 septembre 1890, expliqua Helena en déroulant le parchemin sur la table. Ils étaient voisins à l'époque, et leur famille traversait des difficultés financières. Ce mariage était destiné à unir leurs terres et leurs ressources. Thomas se pencha pour examiner le document de plus près. L'écriture était difficile à déchiffrer, mais il reconnut effectivement la signature de son arrière-grand-père au bas de la page. Il avait vu cette signature dans d'autres documents familiaux conservés dans le bureau de son père. « Mais c'est impossible, » murmura-t-il. « Ces gens sont morts depuis des décennies. Comment un contrat signé par eux pourrait-il nous lier aujourd'hui ?» Helena traça du doigt les lignes du texte avec une familiarité troublante. « Lisez ici, » dit-elle en désignant un passage en particulier. « Il est écrit que l'union sera effective quand les conditions seront réunies, quand les héritiers directs des deux lignées seront prêts à honorer l'engagement de leurs ancêtres. » Thomas plissa les yeux pour déchiffrer le texte ancien. Effectivement, les mots étaient là, mais leur signification lui échappait. « Prêt comment? Et d'abord, comment savez-vous tout cela? Qui vous a parlé de ce contrat ?» Helena releva la tête et le regarda avec une intensité qui le fit frissonner. « Je le sais, parce que c'est écrit dans mon sang, Thomas, tout comme c'est écrit dans le vôtre. Nos familles ont été liées par plus qu'un simple accord commercial. Il y avait de la magie dans cette union, quelque chose qui transcende les lois ordinaires du monde. » Thomas recula, secoua la tête avec véhémence. « La magie n'existe pas, vous délirez, ou alors c'est moi qui ai perdu la raison. » Mais même en prononçant ces mots, il ne pouvait ignorer les détails troublants qui s'accumulaient. Comment cette femme connaissait-elle l'agencement de sa maison? Il avait remarqué qu'elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui connaît parfaitement les lieux. Elle avait évité instinctivement la latte qui grinçait près de la porte, celle-là même que Thomas contournait chaque matin. « Vous connaissez cette maison ?» constata-t-il à voix haute. Helena sourit, et ce sourire porta une tristesse infinie. « Je la connais comme si j'y avais vécu toute ma vie. Je sais que vous buvez votre café dans la tasse ébréchée de votre père. Je sais que vous parlez au portrait dans le couloir. Je sais que vous avez gardé la robe de mariée de votre mère dans l'armoire de cèdre, en espérant qu'un jour elle servirait. » Thomas pâlit. Ces détails intimes, personne ne les connaissait. Même Martha, malgré toute sa bienveillance, n'était jamais entrée dans sa chambre ni dans les pièces privées de la maison. « Comment savez-vous cela? » « Parce que je partage vos souvenirs, Thomas. Parce que nos âmes sont liées depuis plus d'un siècle. Je ressens votre solitude comme si c'était la mienne. Vos espoirs, vos peurs, vos regrets, tout cela vit en moi aussi. » Helena s'approcha de la fenêtre et regarda vers l'horizon que Thomas contemplait chaque matin. Vous regardez ce paysage et vous vous demandez si votre vie a un sens. Vous vous levez chaque jour en espérant que quelque chose changera, mais vous avez peur de ce changement en même temps. Vous vous sentez coupable d'être heureux, parce que vos parents ne sont plus là pour partager ce bonheur. Chaque mot touchait Thomas en plein cœur. Cette femme décrivait ses pensées les plus secrètes avec une précision bouleversante. « Vous aimez Sarah, » continua Helena sans se retourner, « mais vous savez qu'elle a eu raison de partir. Cette terre demande un type d'amour particulier, un engagement total que peu de gens sont capables de donner. Vous ne lui en voulez pas. Vous vous en voulez à vous-même de ne pas avoir su être l'homme qu'elle méritait. » Thomas s'effondra sur une chaise, submergé par l'émotion. Entendre ses pensées les plus intimes formulées par une autre personne était à la fois libérateur et terrifiant. « Qui êtes-vous vraiment ?» chuchota-t-il. Helena se retourna et vint s'asseoir en face de lui à la table de la cuisine. « Je suis Helena Castellano, arrière-petite-fille de Giuseppe, mais je suis aussi bien plus que cela. Je suis la promesse que vos ancêtres se sont faite, l'espoir qu'ils ont porté en eux. Je suis venu accomplir ce qui n'a jamais pu être accompli. Mais d'où venez-vous? Où viviez-vous avant aujourd'hui? » Helena hésita pour la première fois depuis son apparition. « C'est compliqué à expliquer. J'ai vécu quelque part entre les mondes, Thomas. »
Attendant le moment où les conditions seraient réunies pour que je puisse venir à vous, Thomas fronça les sourcils. Entre les mondes? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je n'appartiens entièrement ni au monde des vivants ni à celui des morts. Je suis lié à ce contrat, à cette promesse, et c'est cette liaison qui me maintient en existence. Cette révélation glaça Thomas. Il regarda Helena avec une attention nouvelle, cherchant des signes de ce qu'elle venait de lui révéler. Maintenant qu'il y faisait attention, il remarqua des détails étranges. Sa peau avait un éclat particulier, comme illuminé de l'intérieur. Ses mouvements avaient une fluidité surnaturelle. Et surtout, il réalisa qu'il n'entendait pas sa respiration. « Vous n'êtes pas vraiment vivante, » dit-il, plus comme une constatation que comme une question. Helena baissa les yeux, ses mains jointes sur la table. « Je suis aussi vivante que le permet ma situation. J'ai des sentiments, des désirs, des espoirs. Je peux vous toucher, vous parler, partager votre quotidien. Mais vous avez raison, mon existence dépend de ce contrat et de votre acceptation. Et si je refuse? Si je vous demande de partir? » Helena releva la tête, et Thomas vit une vulnérabilité profonde dans ses yeux noisettes. « Alors je retournerai d'où je viens, et vous continuerez à vivre dans la solitude qui vous ronge. Mais Thomas, avant de prendre cette décision, laissez-moi vous montrer ce que nous pourrions avoir ensemble. Donnez-nous une chance. » Thomas regarda cette femme mystérieuse qui avait bouleversé sa matinée et probablement sa vie entière. Une part de lui voulait fuir cette situation impossible, retrouver la sécurité de sa routine familière. Mais une autre part, plus forte, était fascinée par les possibilités qu'Helena représentait. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus seul. Et malgré l'impossibilité de la situation, cela valait peu, être la peine d'explorer ce mystère. Thomas passa les 3 jours suivants dans un état proche du rêve éveillé. Helena était restée, et sa présence transformait chaque aspect de sa routine quotidienne. Elle l'accompagnait dans ses tâches matinales, conversait avec lui pendant les repas, et le soir, il s'asseyait sur le perron pour regarder le soleil se coucher sur les plaines infinies du Nebraska. Mais plus Thomas apprenait à connaître Helena, plus les questions s'accumulaient dans son esprit. Elle possédait une connaissance troublante de sa vie et de sa famille, mais quand il lui demandait des détails sur son propre passé, ses réponses restaient vagues et parfois contradictoires. Le mercredi matin, Thomas prit une décision qui le rendait nerveux, mais qu'il savait nécessaire. Il fallait qu'il vérifie l'histoire d'Helena, qu'il trouve des preuves tangibles de son existence au-delà du mystérieux contrat. « J'aimerais vous emmener en ville, » déclara-t-il pendant le petit déjeuner. « Nous pourrions consulter les archives municipales, chercher des traces de votre famille. » Helena posa sa tasse de café et le regarda avec une expression indéchiffrable. « Pensez-vous vraiment que c'est nécessaire, Thomas? Je pense que j'ai besoin de comprendre. Cette situation dépasse tout ce que je peux accepter sans preuve. Si nous devons explorer cette relation, j'ai besoin de savoir qui vous êtes vraiment. » Helena hocha lentement la tête. « Très bien. Mais je vous préviens, vous risquez d'être déçu par ce que vous découvrirez. Ou plutôt, parce que vous ne découvrirez pas. » Le trajet vers Prairie Creek prit 20 minutes sur les routes poussiéreuses qui serpentaient entre les champs de maïs récoltés. Helena resta silencieuse durant la majeure partie du voyage, regardant le paysage défiler par la fenêtre du pick-up avec une mélancolie qui touchait Thomas. « Cela vous rappelle des souvenirs ?» demanda-t-il. « Des souvenirs qui ne m'appartiennent pas entièrement ?» répondit-elle de manière énigmatique. « J'ai l'impression de reconnaître ces lieux, mais c'est comme voir des images dans un rêve. Tout est familier et étranger à la fois. » Prairie Creek était une petite ville de 2000 habitants, avec une rue principale bordée de magasins aux façades de briques rouges et un hôtel de ville construit au début du 20e siècle. Thomas se gara devant le bâtiment municipal et guida Helena vers les archives situées au sous-sol. Harold Brennan, l'archiviste municipal, était un homme de 75 ans aux cheveux blancs clairsemés et aux lunettes épaisses qui lui donnaient l'air d'une chouette bienveillante. Il connaissait Thomas depuis l'enfance et l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Thomas, quel plaisir de te voir. Et qui est cette charmante demoiselle? »« Harold, je vous présente Helena Castellano. Helena, voici Harold Brennan, le gardien de toute l'histoire de notre région. » Harold tendit la main à Helena, qui la serra avec grâce. « Castellano, » répéta l'archiviste en fronçant les sourcils. « Ce nom me dit quelque chose. Vous êtes de la région? »« Ma famille y a vécu autrefois, » répondit Helena avec prudence. « Nous aimerions consulter les registres concernant les Castellano qui ont habité ici à la fin du 19e siècle. »
Harold les conduisit vers les rayonnages poussiéreux où s'alignaient les registres anciens. Voyons voir. Castellano. Fin du XIXe siècle. Il parcourut plusieurs volumes avant de sortir un gros livre relié de cuir noir. Ah, voilà. Giuseppe Castellano, arrivé d'Italie en 1888 avec sa famille. Il avait acheté une terre près de celle des Hartwell. Thomas et Helena échangèrent un regard. Le nom correspondait à celui mentionné dans le contrat. « Que pouvez-vous nous dire sur sa famille » demanda Thomas. Harold ajusta ses lunettes et parcourut les pages jaunies. Giuseppe était marié à une certaine Rosa. Ils avaient une fille, Maria, née en 1872. « Maria » répéta Helena visiblement troublée. « Pas Helena ?»« Non, non. Maria Castellano, jolie fille, d'après les témoignages de l'époque. Mais... » Harold s'interrompit, son expression devenant sombre. « Il lui est arrivé quelque chose de tragique. » Thomas sentit son cœur s'accélérer. « Que s'est-il passé ?»« Maria Castellano est morte en 1891, quelques mois seulement après avoir été fiancée à Jeremiah Hartwell. Un accident, d'après les rapports officiels. Elle est tombée dans la rivière près de la propriété familiale et s'est noyée. Le silence qui suivit cette révélation était assourdissant. Thomas regarda Helena, cherchant dans ses yeux une explication à cette discordance troublante. « Vous êtes sûr qu'elle s'appelait Maria ?» insista Helena. « Absolument. J'ai ici son certificat de décès. Maria Castellano, 10 à 9 ans, décédée le 8 novembre 1891. » Harold sortit un autre document et le posa sur la table. Le nom était là, noir sur blanc, accompagné d'une description détaillée de la jeune femme. « Mais alors, » murmura Thomas, « qui êtes-vous » Helena était devenue très pâle. Elle fixait le certificat de décès comme s'il contenait la clé d'un mystère qu'elle ne comprenait pas elle-même. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle dans un souffle. « Je pensais être Helena Castellano, arrière-petite-fille de Giuseppe. Mais si Maria était sa seule fille et qu'elle est morte sans descendance... » Harold continuait à fouiller dans ses registres, intrigué par cette énigme familiale. « Attendez, » dit-il soudain, « il y a autre chose. Giuseppe et Rosa ont quitté la région peu après la mort de Maria. Ils ont vendu leurs terres et sont retournés en Italie. D'après les documents, ils étaient brisés par la perte de leur fille unique. » Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Si Helena n'était pas une descendante des Castellano, alors qui était-elle? Et comment connaissait-elle tous ces détails sur sa vie et sa famille? « Monsieur Brennan, » dit Helena d'une voix tremblante, « auriez-vous une photographie de Maria Castellano ?» Harold hocha la tête et disparut dans les profondeurs des archives. Il revint quelques minutes plus tard avec une boîte en carton contenant de vieilles photographies. « La voici, » dit-il en tendant une photographie sépia à Helena. « C'est la seule que nous ayons d'elle. Elle a été prise peu avant sa mort. » Helena prit la photographie d'une main tremblante. Quand elle la retourna, Thomas étouffa une exclamation de surprise. La femme sur la photo ressemblait à Helena de manière troublante. Pas exactement identique, mais suffisamment similaire pour être sa sœur jumelle. « C'est impossible !» chuchota Thomas. Helena fixait la photographie avec une intensité douloureuse. « Elle me ressemble, » constata-t-elle. « Mais ce n'est pas moi. Je le sens. Cette femme, Maria, elle était différente de moi. Plus fragile, peut-être. Plus innocente. » Harold observait la scène avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Vous lui ressemblez effectivement de manière saisissante. Seriez-vous une parente éloignée ?» Helena secoua la tête, incapable de répondre. Thomas voyait bien qu'elle était bouleversée par cette découverte, mais il ne comprenait pas pourquoi. « Helena, » dit-il doucement, « nous devons parler. » Ils remercièrent Harold et sortirent des archives. Helena serrant toujours la photographie dans sa main. Une fois dans le pick-up, Thomas se tourna vers elle. « Dites-moi la vérité. Qui êtes-vous vraiment ?» Helena leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Thomas vit de la peur dans son regard. « Je ne sais plus, Thomas. Je pensais le savoir. Mais cette photographie, ces documents, ils remettent tout en question. Peut-être que je me trompe sur ma propre identité. Peut-être que je ne suis pas celle que je croyais être. » Thomas prit sa main dans la sienne. Elle était froide, plus froide que nature. « Alors nous découvrirons la vérité ensemble, » promit-il. « Quelle qu'elle soit. » Mais en prononçant ces mots, Thomas ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était prêt à affronter une vérité qui risquait d'être plus étrange et plus troublante que tout ce qu'il avait imaginé jusqu'à présent. De retour au ranch,
Thomas et Helena passèrent le reste de la journée dans un silence pensif. La découverte aux archives municipales avait bouleversé leur certitude et soulevé des questions plus troublantes encore que celles auxquelles ils tentaient déjà de répondre. Helena semblait perdue dans ses pensées, contemplant la photographie de Maria Castellano comme si elle cherchait à percer un mystère dont elle faisait elle-même partie. Ce soir-là, après le dîner, Helena guida Thomas vers le grenier de la maison, un endroit où il ne montait presque jamais. Elle semblait savoir exactement où aller, naviguant entre les meubles poussiéreux et les cartons d'objets familiaux, avec une assurance troublante. « Comment connaissez-vous si bien cette maison ?» demanda Thomas en la suivant dans l'escalier étroit qui menait sous les combles. « Je ne sais pas, » répondit Helena sincèrement. « C'est comme si j'avais des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Ou plutôt comme si les souvenirs de cette maison faisaient partie de moi sans que je comprenne pourquoi. » Elle s'arrêta devant une vieille malle en bois, cachée derrière un paravent brodé qui appartenait à la grand-mère de Thomas. « Là !» dit-elle, en désignant la malle. « Il y a quelque chose d'important là-dedans. » Thomas souleva le couvercle poussiéreux et découvrit des dizaines d'objets ayant appartenu à ses ancêtres. Des lettres jaunies, des photographies anciennes, des bijoux ternis par le temps, et au fond, un carnet de cuir rouge aux pages épaisses. « Le journal de grand-père Jeremiah », murmura Thomas en reconnaissant l'écriture élégante sur la couverture. Il n'avait jamais su que ce journal existait. Helena tendit la main vers le carnet avec une révérence particulière. « Puis-je » demanda-t-elle. Thomas hocha la tête, fasciné par la façon dont Helena semblait attirée par cet objet. Elle ouvrit le journal à la première page et commença à lire à voix haute d'une voix tremblante d'émotion. 15 septembre 1890. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat qui changera le destin de ma lignée. Giuseppe Castellano et moi avons conclu un accord qui unit nos familles au-delà des liens du sang. Nos enfants seront mariés, et leurs âmes seront liées par des forces que peu d'hommes comprennent. Helena s'interrompit, troublée par ce qu'elle venait de lire. « Des forces que peu d'hommes comprennent », répéta Thomas. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Helena tourna plusieurs pages et continua sa lecture. 20 octobre 1890. Giuseppe m'a révélé le secret de sa famille. Les Castellano ne sont pas des immigrants ordinaires. Ils possèdent un don particulier, transmis de génération en génération. Un don qui leur permet de communiquer avec les esprits, de franchir la frontière entre les mondes. Giuseppe affirme que ce mariage entre nos familles créera une union spirituelle si puissante qu'elle transcendra même la mort. Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ces mots évoquaient des possibilités qu'il n'osait pas envisager. « Continuez !» chuchota-t-il. 8 novembre 1891. La tragédie a frappé. Maria Castellano est morte ce matin, noyée dans la rivière près de chez elle. Giuseppe est inconsolable. Rosa aussi. Mais le plus troublant, c'est que Maria était venue me voir la veille de sa mort. Elle m'a dit des choses étranges, comme si elle pressentait son destin. Elle m'a parlé d'une promesse que nos âmes avaient faite, d'un engagement qui ne pourrait être brisé même par la mort. Helena s'arrêta, sa voix s'étranglant dans sa gorge. Thomas voyait qu'elle était bouleversée par ces révélations, mais il ne comprenait pas entièrement pourquoi. « Helena, que vous arrive-t-il » Ces mots, c'est comme si je me souvenais de cette conversation avec Jeremiah, comme si j'étais Maria cette nuit-là, comme si j'avais prononcé ces paroles. Elle tourna encore quelques pages, ses mains tremblant légèrement. 10 novembre 1891. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit aux funérailles de Maria. Pendant que le prêtre prononçait les dernières prières, j'ai senti une présence près de moi, une voix douce qui murmurait à mon oreille. « Notre union n'est que différée, Jeremiah. Quand les conditions seront réunies, quand nos héritiers seront prêts, je reviendrai accomplir notre destinée. » Thomas et Helena se regardèrent, saisis par l'implication de ces mots. « Vous pensez que… » commença Thomas. « Je pense que je ne suis pas Helena Castellano, » l'interrompit-elle. « Je pense que je suis Maria. » L'esprit de Maria, revenu pour honorer cette promesse, faite il y a plus d'un siècle. Cette révélation tomba entre eux comme une pierre dans un étang tranquille, créant des ondulations de réalisation et de questionnement. Thomas fixait Helena ou Maria, essayant d'assimiler cette possibilité qui dépassait tout ce qu'il croyait possible. « Mais si vous êtes l'esprit de Maria, » dit-il lentement, « alors vous êtes morte ? Oui. Du moins, mon corps physique est mort en 1891. Mais mon âme, liée par la promesse faite à votre arrière-grand-père, a attendu le moment propice pour revenir. » Helena Maria se leva
et se dirigea vers la petite fenêtre du grenier qui donnait sur les champs éclairés par la lune. « J'ai vécu dans un entre-deux pendant plus d'un siècle, Thomas. Ni vraiment morte, ni vraiment vivante, attendant que les circonstances permettent mon retour. Quand vous avez ouvert cette boîte, quand vous avez accepté de me connaître malgré l'impossibilité de ma présence, vous avez créé les conditions nécessaires à cette manifestation. » Thomas, là, rejoignit près de la fenêtre, son esprit luttant pour accepter cette vérité fantastique. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Parce qu'il fallait que vous soyez prêt, Thomas. Il fallait que votre solitude soit assez profonde, votre désir d'amour assez fort pour accepter l'impossible. Vos parents devaient partir pour que vous compreniez la valeur des liens qui transcendent la mort. Sarah devait vous quitter pour que vous réalisiez qu'un amour véritable ne se limite pas aux conventions ordinaires. Maria se tourna vers lui, et dans la lumière argentée de la lune, Thomas crut voir son visage scintiller légèrement, comme si elle était faite d'étoiles et de rêves. Vous avez attendu toute votre vie quelque chose que vous ne compreniez pas. Cette sensation de manque, cette impression qu'il vous manquait une partie essentielle de vous-même, c'était moi, Thomas. C'était notre lien qui vous appelait à travers le temps. Thomas tendit la main vers son visage, effleurant sa joue du bout des doigts. Sa peau était douce et chaude, aussi réelle que la sienne. Mais vous êtes là, maintenant. Je peux vous toucher, vous entendre, partager des moments avec vous. En quoi êtes-vous différente d'une femme vivante? Maria prit sa main et la pressa contre son cœur. Thomas sentit un battement régulier sous sa paume. En rien. Pour l'instant, l'amour que vous commencez à ressentir pour moi me donne une substance, une réalité. Plus notre lien se renforce, plus je deviens humaine. Mais elle hésita, et Thomas vit une ombre de tristesse traverser son regard. Mais quoi? Mais cette existence a un prix et des limites. Je ne peux rester indéfiniment entre les mondes. Il viendra un moment où je devrai choisir, redevenir pleinement humaine ou retourner dans l'au-delà. Et ce choix ne dépend pas seulement de moi. Thomas sentit son cœur se serrer. Après toutes ces années de solitude, après avoir enfin trouvé quelqu'un qui le comprenait vraiment, l'idée de perdre Maria lui était insupportable. Que faut-il faire? Comment pouvez-vous rester? Maria lui sourit avec une tendresse infinie. Il faut que nous apprenions à nous aimer vraiment, Thomas. Pas seulement par curiosité ou par désir de combler un vide, mais avec la profondeur et la sincérité que mérite un engagement éternel. Si notre amour devient assez fort, assez authentique, il pourra me ramener définitivement à la vie. Thomas prit ses deux mains dans les siennes. Et si nous échouons? Alors je disparaîtrai et vous retrouverez votre solitude. Mais cette fois, vous saurez pourquoi elle existait. Les jours suivants prirent une qualité presque magique. Maintenant que Thomas connaissait la véritable nature de Maria, leur relation évoluait dans une direction plus profonde et plus authentique. Elle l'accompagnait dans toutes ses tâches quotidiennes et Thomas découvrait avec émerveillement qu'elle possédait une connaissance instinctive du travail de la ferme. Elle savait comment calmer un veau agité, ou trouver les œufs que les poules cachaient dans des endroits inattendus, et comment lire les signes du temps dans les nuages qui s'amoncelaient à l'horizon. Cette familiarité avec la vie rurale intriguait Thomas, car Maria était supposée avoir vécu à une époque où les femmes de bonne famille ne participaient pas aux travaux agricoles. « Comment savez-vous toutes ces choses ?» lui demanda-t-il un matin en la regardant réparer habilement une clôture cassée. Maria s'arrêta dans son travail et le regarda avec un sourire mystérieux. « Je pense que mon amour pour vous m'a donné accès à vos connaissances, Thomas. Quand nos âmes se sont reconnues, nous avons commencé à partager bien plus que des sentiments. Vos souvenirs, vos compétences, votre compréhension de cette terre, tout cela devient mien à mesure que notre lien se renforce. » Cette révélation troublait et fascinait Thomas à la fois. L'idée qu'ils puissent partager leurs essences les plus profondes était à la fois romantique et légèrement effrayante. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le perron à regarder les étoiles, Thomas prit une décision qui lui semblait naturelle malgré l'étrangeté de leur situation. « Maria, dit-il en sortant une petite boîte de velours de sa poche, j'aimerais vous offrir quelque chose. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une bague ancienne, ornée d'une émeraude entourée de petits diamants. C'était la bague de fiançailles que sa grand-mère avait portée puis sa mère, et qui attendait depuis 15 ans dans le tiroir de sa commode. Elle appartenait aux femmes de ma famille, expliqua Thomas. Je l'avais gardée en espérant qu'un jour, il ne termina pas sa phrase, mais Maria comprit. Elle tendit sa main gauche, et Thomas glissa la bague à son annulaire. Elle s'ajustait parfaitement,
comme si elle avait été taillée spécialement pour elle. « Elle est magnifique », murmura Maria, admirant le jeu de la lumière sur l'émeraude. « Elle me va parfaitement. C'est comme si elle m'attendait. » Thomas prit sa main ornée de la bague et la porta à ses lèvres. « Peut être qu'elle vous attendait effectivement. Peut être que toute ma famille vous attendait sans le savoir. » Cette nuit-là, pour la première fois, Maria resta dans la chambre de Thomas. Ils ne firent rien d'autre que se tenir dans les bras l'un de l'autre, parlant à voix basse jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Thomas découvrait qu'il pouvait partager avec Maria ses pensées les plus intimes, ses peurs les plus secrètes, sans crainte d'être jugé. « J'ai toujours eu l'impression d'être incomplet, » lui avoua-t-il, dans l'obscurité de sa chambre. « Même avec Sarah, même avec mes parents, il y avait une partie de moi qui restait fermée, inaccessible. Avec vous, c'est différent. C'est comme si vous possédiez la clé de toutes mes serrures intérieures. » Maria caressa ses cheveux avec tendresse. « C'est parce que nous sommes deux moitiés d'un même tout, Thomas. Séparés par un siècle, mais toujours destinés à se retrouver. Votre solitude et la mienne ne faisaient qu'une, dispersées dans le temps et l'espace. » Mais leur bonheur naissant fut bientôt assombri par des signes inquiétants. Thomas remarqua que Maria commençait parfois à sembler moins solide, moins présente. Il y avait des moments où elle paraissait translucide, comme si elle s'effaçait lentement. « Que vous arrive-t-il » s'inquiéta-t-il un matin en voyant qu'il pouvait apercevoir le mur à travers sa silhouette. Maria regarda ses propres mains avec une expression troublée. « Je ne sais pas. C'est comme si mon énergie diminuait, comme si le fait d'être ici, d'exister dans ce monde, me demandait un effort de plus en plus grand. » Cette observation alarma Thomas. Il consulta à nouveau le journal de Jeremiah, cherchant des indices sur la nature exacte du lien qui unissait Maria à ce monde. Il trouva un passage qu'il avait négligé lors de sa première lecture. 15 décembre 1891. Maria m'est apparue à nouveau la nuit dernière. Elle m'a expliqué les règles qui gouvernent son existence entre les mondes. Elle peut rester, mais seulement si l'amour qui nous unit devient assez fort pour briser les barrières entre la vie et la mort. Cependant, si cet amour ne se matérialise pas avant le retour de la saison où elle est morte, elle sera rappelée dans l'au-delà pour l'éternité. Thomas calcula rapidement. Maria était morte le 8 novembre 1891. Si les mêmes règles s'appliquaient encore, cela signifiait qu'ils avaient jusqu'au 8 novembre moins de 2 semaines. « Maria, » dit-il en lui montrant le passage, « regardez cela. » Elle lut les mots de Jeremiah avec une gravité croissante. « 2 semaines, » chuchota-t-elle. « Il ne nous reste que 2 semaines pour accomplir ce que Jérémia et moi n'avons pas réussi à faire en 1891. Que s'est-il passé entre vous et Jeremiah? Pourquoi n'avez-vous pas réussi ?» Maria s'assit près de la fenêtre, son regard perdu dans les souvenirs qui revenaient peu à peu. Jeremiah était un homme bon, mais il avait peur. Peur de l'inexplicable, peur de ce qu'il ne comprenait pas. Quand j'ai essayé de lui expliquer la nature de notre lien, quand je lui ai parlé du don de ma famille, il a pris peur. Il voulait un mariage normal, conventionnel. Il ne pouvait pas accepter l'idée d'aimer un esprit, même si cet esprit était celui de sa fiancée morte. Et vous? Comment vous sentiez-vous? J'étais jeune, Thomas, inexpérimenté dans les questions du cœur. Je pensais que l'amour était quelque chose de simple, qui venait naturellement. Je n'ai pas compris qu'il fallait du courage pour aimer vraiment, surtout dans des circonstances comme les nôtres. Thomas prit ses mains dans les siennes. Cette fois sera différente. Je ne suis pas Jeremiah, et vous n'êtes plus la jeune fille innocente d'autrefois. Nous avons tous les deux appris ce que signifie la solitude, le manque, la perte. Nous savons la valeur de ce que nous avons trouvé ensemble. Maria sourit, mais Thomas voyait l'inquiétude dans ses yeux. « J'aimerais partager votre confiance, Thomas, mais je sens mes forces diminuer chaque jour. Et plus j'essaye de rester, plus c'est difficile. C'est comme si je devais lutter contre une force qui me tire vers l'au-delà. » Cette conversation fut interrompue par le bruit d'une voiture qui remontait l'allée. Thomas regarda par la fenêtre et vit le pick-up rouge de Martha Kowalski se garer devant la maison. « Martha vient nous rendre visite, » annonça-t-il. « Pensez-vous qu'elle pourra vous voir? Je ne sais pas, cela dépend probablement de sa sensibilité aux choses surnaturelles. » Martha frappa à la porte avec son enthousiasme habituel. « Thomas, j'ai fait trop de tartes aux pommes, comme d'habitude. Je me suis dit que tu aimerais. » Elle s'interrompit en voyant Maria près de la fenêtre. Pendant un long moment, les deux femmes se regardèrent en silence. Puis Martha sourit avec une chaleur qui surprit Thomas. « Eh bien, voilà donc la jeune femme qui a redonné le sourire à notre Thomas.
Je suis Martha Kowalski, sa voisine et amie. Maria s'avança vers elle avec grâce. Je suis Maria Castellano. Enchanté de vous rencontrer, Madame Kowalski. Thomas observait cette rencontre avec fascination. Martha semblait parfaitement à l'aise avec Maria, comme si sa présence était la chose la plus naturelle du monde. Vous savez, dit Martha en posant sa tarte sur la table, mes ancêtres polonais avaient des histoires sur des amours qui transcendent la mort. Des âmes liées par des promesses si fortes qu'elles peuvent franchir le voile entre les mondes. Elle regarda Thomas avec un sourire entendu. Il était temps, mon garçon. Il était temps que tu comprennes que certaines solitudes ne peuvent être guéries que par des amours extraordinaires. Après le départ de Martha, Thomas et Maria passèrent la soirée à fouiller plus profondément dans les affaires de Jeremiah. La révélation que Martha semblait connaître la véritable nature de leur situation les avait encouragés, mais l'urgence de leur deadline approchante les poussait à chercher d'autres indices. C'est en examinant minutieusement la mystérieuse boîte en bois que Maria fit une découverte qui allait tout changer. En passant ses doigts le long du fond de velours rouge, elle sentit une légère irrégularité. « Thomas, regardez, il y a quelque chose d'autre ici. » En soulevant délicatement le tissu, elle révéla un compartiment secret contenant une lettre soigneusement pliée. L'enveloppe portait une écriture féminine élégante. « Pour celui qui ouvrira cette boîte quand les temps seront accomplis. » Thomas prit la lettre avec des mains tremblantes et la déplia avec précaution. Le papier était ancien mais remarquablement bien préservé, et l'encre n'avait pas pâli. Il commença à lire à voix haute. « Mon très cher descendant de Jeremiah, si vous lisez ces mots, c'est que je suis parvenu à accomplir ce que j'espérais depuis ma mort. Je suis Maria Castellano, et je dois vous révéler la vérité sur votre mystérieuse compagne. » Maria se figea, son visage exprimant un mélange d'anticipation et d'appréhension. « La femme qui partage maintenant votre quotidien n'est pas exactement celle qu'elle croit être. Elle porte mon nom et mes souvenirs, mais elle est bien plus que l'esprit de la jeune fille morte en 1891. Elle est le fruit d'un miracle que j'ai mis plus d'un siècle à accomplir. » Thomas s'interrompit, regardant Maria avec confusion. « Continuez, » murmura-t-elle, bien qu'il fût évident qu'elle redoutait ce qui allait suivre. « Quand je suis morte dans cette rivière glacée, ce n'était pas un accident. J'avais découvert quelque chose sur le contrat signé par nos familles, quelque chose que même Giuseppe et Jeremiah ignoraient. Le document que vos ancêtres ont signé n'était pas seulement un accord de mariage. C'était un pacte magique, un sortilège transmis par les générations de femmes Castellano depuis l'Italie ancienne. » Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette révélation donnait une dimension encore plus mystérieuse à leur histoire. Ce sortilège avait pour but de créer un amour si pur, si parfait, qu'il pourrait transcender les barrières entre la vie et la mort. Mais il demandait un sacrifice. L'une des âmes devait accepter de mourir pour que l'autre puisse apprendre la véritable valeur de l'amour. Maria porta ses mains à sa bouche, étouffant un gémissement de compréhension. « Je me suis sacrifié volontairement, Thomas. J'ai marché dans cette rivière en sachant que je n'en ressortirais pas. Mais avant de mourir, j'ai utilisé le pouvoir de ma lignée pour créer quelque chose d'extraordinaire. J'ai forgé une nouvelle âme, une âme qui porterait mes souvenirs et mon amour, mais qui serait également capable de vivre pleinement dans le monde des vivants. » Thomas regardait Maria avec un émerveillement grandissant. Si cette lettre disait vrai, elle n'était pas simplement l'esprit de Maria, elle était quelque chose de bien plus complexe et miraculeux. Cette nouvelle âme, vous qui portez mon nom et mon apparence, a attendu dans l'entremonde jusqu'à ce que les conditions soient réunies. Il fallait qu'un descendant de Jeremiah soit assez désespérément seul, assez ouvert à l'impossible, pour accepter votre existence sans condition. Maria se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce, visiblement bouleversée par ces révélations sur sa propre nature. « Mais pourquoi ne me souvenais-je pas de tout cela ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ai-je cru être simplement l'esprit de Maria ?» Thomas continua sa lecture. « J'ai délibérément fragmenté ses souvenirs, ma chère sœur dame. Il était essentiel que vous découvriez votre amour pour le descendant de Jeremiah de manière naturelle, authentique. Si vous aviez su dès le début que vous étiez une création de ma magie, cet amour aurait pu être teinté de doute ou d'obligation. »« Sœur d'âme, » répéta Maria dans un souffle. « Elle me considère comme sa sœur d'âme. »« Vous l'êtes, » confirma Thomas en poursuivant sa lecture. « Mais vous êtes aussi votre propre personne, avec votre propre capacité d'aimer et d'être aimé. Ce que j'ai créé,
C'est une chance pour notre lignée de connaître l'amour véritable que Jeremiah et moi n'avons pas réussi à construire. La lettre révélait ensuite des détails plus pratiques sur la nature de l'existence de Maria. Votre compagne a été créée pour vivre, non seulement pour exister entre les mondes, mais sa transformation en être pleinement humain nécessite un acte d'amour si profond, si sincère, qu'il pourra briser définitivement les chaînes qui la lient encore à l'au-delà. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Enfin, ils avaient des réponses concrètes sur ce qu'ils devaient accomplir. Cet acte d'amour ne peut pas être simulé ou forcé. Il doit naître naturellement de la reconnaissance mutuelle de deux âmes qui se choisissent librement, en pleine connaissance de ce qu'elles risquent et de ce qu'elles gagnent. Maria s'arrêta près de la fenêtre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Thomas, dit-elle d'une voix brisée, maintenant que vous savez tout cela, maintenant que vous comprenez que je ne suis pas vraiment humaine, que je suis une création magique, pouvez-vous encore m'aimer ?» Thomas posa la lettre et vint la rejoindre. Il prit son visage entre ses mains, essuyant ses larmes avec tendresse. « Maria, regardez-moi. Vous croyez que cette révélation change quelque chose à ce que je ressens pour vous? Comment pourrait-elle ne pas le changer? Je ne suis même pas réel au sens traditionnel du terme. Vous êtes la personne la plus réelle que j'ai jamais rencontrée, répondit Thomas avec conviction. Peu importe comment vous êtes venu à l'existence. Ce qui compte, c'est qui vous êtes maintenant, ici, avec moi. Vos sentiments sont réels. Votre amour est réel, et le mien aussi. » Il l'embrassa doucement, et Maria sentit quelque chose changer en elle, comme si les dernières barrières entre elle et l'humanité complète commençaient à s'effriter. « Il y a encore quelque chose, » dit Thomas en reprenant la lettre. « Écoutez cela. L'acte d'amour qui consommera votre transformation doit avoir lieu à l'endroit exact où je suis morte. C'est là que le cercle sera bouclé, là que la magie de nos ancêtres trouvera son accomplissement. Mais attention si vous échouez. Si l'amour n'est pas assez fort pour briser les dernières chaînes, votre compagne ne disparaîtra pas simplement. Elle sera rappelée dans l'au-delà avec une force si violente qu'elle emportera avec elle une partie de l'âme de celui qui l'aime. » Thomas et Maria se regardèrent, saisis par l'ampleur de ce qu'ils découvraient. « Elle risque de m'emporter avec elle ?» murmura Thomas. « Apparemment oui. Notre lien est devenu si fort que nous partageons maintenant une partie de nos essences. Si je suis rappelé brutalement, cela pourrait vous déchirer. » Mais au lieu d'être effrayé par cette perspective, Thomas sentit une détermination farouche naître en lui. « Alors, nous ne devons pas échouer, » déclara-t-il simplement. Maria termina la lecture de la lettre. « J'ai confiance en vous, mes chers descendants. L'amour que je ressens grandir entre vous a la pureté et la force nécessaires pour accomplir ce miracle. Rendez-vous à la rivière où tout a commencé. Là, sous les étoiles qui ont été témoins de mon sacrifice, accomplissez ce que Jeremiah et moi n'avons pas pu faire. Aimez-vous sans peur, sans réserve, et brisez les chaînes qui séparent encore vos âmes. La lettre est signée. Votre ancêtre bienveillante, Maria Castellano, première du nom. » Un silence profond s'installa dans la pièce. Thomas et Maria restèrent immobiles, assimilant tout ce qu'ils venaient d'apprendre. Leur amour n'était plus seulement une histoire personnelle, c'était l'accomplissement d'un plan conçu plus d'un siècle auparavant par une femme assez courageuse pour sacrifier sa vie au nom de l'amour. « Thomas, » dit finalement Maria, « êtes-vous prêt à risquer votre vie pour moi? Parce que c'est exactement ce que nous demande cette lettre. » Thomas n'hésita pas une seconde. « Je suis prêt. » « Et vous ?» Maria regarda la bague de fiançailles qui ornait sa main, puis les yeux de l'homme qu'elle aimait plus que sa propre existence. « Je suis prête. Mais d'abord, nous devons nous préparer. Et nous devons trouver l'endroit exact où la première Maria est morte. J'ai une idée de la personne qui pourrait nous aider, » dit Thomas en pensant à Harold Brennan et à ses archives détaillées. « Demain, nous retournons en ville. Il nous reste 6 jours pour nous préparer à ce qui pourrait être la nuit la plus importante de nos vies. » Le lendemain matin, Thomas et Maria se rendirent à nouveau chez Harold Brennan. Cette fois, ils avaient une mission précise. Localiser l'endroit exact où Maria Castellano était morte en 1891. L'archiviste les accueillit avec son sourire habituel, mais Thomas remarqua qu'il semblait moins surpris de les voir que la première fois. « Vous cherchez des informations sur l'accident de Maria Castellano, » dit Harold avant même qu'ils aient formulé leur demande. « J'avoue que j'ai continué mes recherches après votre dernière visite. Cette histoire m'intriguait. » Il les conduisit vers une table où il avait étalé plusieurs documents, des cartes anciennes,
des rapports de police jaunis et des témoignages manuscrits. L'accident a eu lieu près de Prairie Creek, à environ 3 km au nord de l'ancienne propriété Castellano. Il y a un méandre de la rivière qui forme une petite crique entourée de saules pleureurs. C'est là que son corps a été retrouvé. Harold leur montra l'emplacement sur une carte topographique datant de 1890. « Mais voici ce qui est troublant », continua-t-il en sortant un rapport de police manuscrit. Selon les témoignages de l'époque, Maria Castellano savait parfaitement nager. Elle avait grandi près de cette rivière. Comment aurait-elle pu se noyer dans un endroit qu'elle connaissait par cœur? Maria et Thomas échangèrent un regard entendu. Ils connaissaient maintenant la réponse à cette question, mais ils ne pouvaient pas la partager avec Harold. « Avez-vous d'autres détails sur les circonstances de sa mort ?» demanda Maria. « Oui, et c'est là que cela devient vraiment étrange. Plusieurs témoins affirment avoir vu des lumières inhabituelles près de la rivière cette nuit-là, des lueurs dorées qui dansaient au-dessus de l'eau comme des feux follets. Et le plus troublant, c'est que certaines personnes affirment avoir entendu de la musique, une mélodie mystérieuse qui semblait venir de partout à la fois. » Harold baissa la voix, comme s'il partageait un secret. Mon propre arrière-grand-père était parmi les témoins. Il a raconté cette histoire jusqu'à sa mort, en insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un accident ordinaire. Il disait que Maria Castellano était partie rejoindre les esprits de ses ancêtres, qu'elle avait accompli quelque chose d'important cette nuit-là. Thomas sentit sa gorge se serrer. Chaque détail confirmait ce qu'ils avaient lu dans la lettre de Maria. « Monsieur Brennan, dit-il avec prudence, croyez-vous aux histoires surnaturelles ?» Harold enleva ses lunettes et les nettoya lentement, réfléchissant à sa réponse. « Jeune homme, quand on a passé 50 ans à archiver l'histoire d'une région, on finit par tomber sur des récits qui défient l'explication rationnelle. J'ai appris à garder l'esprit ouvert. » Il regarda Maria avec une intensité particulière. « Et parfois, on rencontre des personnes qui semblent porter en elles l'écho de ces mystères anciens. » Maria rougit légèrement, comprenant qu'Harold en savait probablement plus qu'il ne le laissait paraître. « Pourriez-vous nous conduire à cet endroit ?» demanda Thomas. « Nous aimerions nous y rendre. »« Bien sûr, mais je dois vous avertir, l'endroit a gardé une réputation particulière. Les habitants de la région évitent généralement de s'y rendre la nuit. Ils disent que l'esprit de Maria Castellano hante encore ces lieux. » Harold leur dessina un itinéraire détaillé pour se rendre à la crique fatidique. L'endroit était accessible par un ancien chemin de terre qui serpentait à travers une forêt de chênes et de saules. « Il y a une chose de plus, » ajouta Harold en hésitant. « Martha Kowalski est venue me voir hier soir. Elle m'a dit que vous pourriez avoir besoin d'aide pour... et certaines préparations. » Thomas fronça les sourcils. « Quel genre de préparation ?»« Des préparations qui concernent les anciens rituels. Martha en sait plus que moi sur ces questions. Elle vous attend chez elle cet après-midi. » En quittant les archives, Thomas et Maria se rendirent directement chez Martha. La vieille dame les accueillit avec un sérieux inhabituel, les invitant à s'asseoir dans son salon orné de tapisseries traditionnelles polonaises. « Mes enfants, commença-t-elle sans préambule, il est temps que je vous révèle certaines choses sur ma famille et sur les raisons de ma présence ici. » Elle alla chercher une vieille malle dans sa chambre et en sortit plusieurs objets, des bougies noires, des herbes séchées et un livre ancien aux pages cornées. Mes ancêtres polonais n'étaient pas de simples immigrants. Ils appartenaient à une lignée de gardiens, des gens chargés de protéger et d'assister ceux qui tentent de franchir les barrières entre les mondes. Quand mes grands-parents se sont installés ici, ce n'était pas par hasard. Ils savaient qu'un jour, leur aide serait nécessaire. Maria regardait ces objets avec fascination. « Vous saviez depuis le début qui j'étais ? Pas exactement qui vous étiez, ma chère, mais ce que vous étiez. Mon instinct m'a dit immédiatement que vous n'apparteniez pas entièrement à ce monde. Et quand j'ai vu l'amour naître entre vous et Thomas, j'ai compris que le moment était venu. » Martha ouvrit le livre ancien et en tourna les pages jusqu'à un chapitre orné d'illustrations mystérieuses. Ce livre contient les rituels de passage entre les mondes. Il a été transmis dans ma famille depuis des générations. Voici ce dont vous aurez besoin pour la nuit du 8 novembre. Elle leur expliqua en détail les préparations nécessaires. Des bougies disposées selon un motif précis, des herbes à brûler pour purifier l'atmosphère. Et surtout, des paroles spécifiques à prononcer au moment crucial. « Mais attention », les avertit-elle gravement, « ces rituels sont puissants et dangereux. Si quelque chose se passe mal, les conséquences pourraient être catastrophiques. Vous devez être absolument certain de vos sentiments avant de vous engager dans cette voie. » Thomas prit la main de Maria. « Nous en sommes certains.
Martha les regarda tous les deux avec tendresse. « Je le vois dans vos yeux. Votre amour a la pureté nécessaire. Mais il vous reste encore des épreuves à traverser. Les 5 prochains jours seront cruciaux. » Elle leur donna une sacoche contenant tous les objets nécessaires au rituel, ainsi qu'une copie des incantations traduites en français. Apprenez ces paroles par cœur. Et surtout, passez ces derniers jours à approfondir votre connexion. Plus votre lien sera fort le 8 novembre, meilleures seront vos chances de réussir. Les jours suivants prirent une intensité particulière. Thomas et Maria passaient chaque moment ensemble, partageant leurs pensées les plus intimes, leurs peurs et leurs espoirs. Ils se promenaient dans les champs au coucher du soleil, cuisinaient ensemble et parlaient tard dans la nuit. Thomas remarqua que Maria semblait parfois lutter contre une force invisible. Elle devenait translucide plus souvent, et il fallait un effort visible pour qu'elle retrouve sa solidité habituelle. « La date approche, lui, expliqua-t-elle. Plus nous nous rapprochons du 8 novembre, plus la force qui me tire vers l'au-delà devient puissante. C'est comme si l'univers testait notre détermination. »« Tenez bon, » la rassura Thomas. « Nous y sommes presque. » Il avait commencé à ressentir lui-même des effets étranges. Parfois, il avait l'impression que ses propres souvenirs se mélangeaient avec ceux de Maria. Il se surprenait à connaître des détails sur la vie au XIXe siècle qu'il n'avait jamais appris. « Nos âmes fusionnent déjà, » observa Maria. « C'est bon signe. Cela signifie que notre amour est authentique et profond. » Le 6 novembre, ils se rendirent sur les lieux pour une reconnaissance. La crique était exactement telle que l'avait décrite Harold. Un endroit magique où la rivière formait un bassin naturel entouré de saules pleureurs centenaires. L'eau était claire et profonde, et l'atmosphère était chargée d'une énergie particulière. « C'est ici !» murmura Maria en regardant l'eau scintiller dans la lumière de l'après-midi. « Je le sens. C'est ici que tout a commencé, et c'est ici que tout se terminera. » Ils installèrent discrètement les éléments du rituel, cachant les bougies et les herbes dans les creux des arbres pour les retrouver facilement le soir fatidique. Le 7 novembre, Martha vint dîner chez eux. C'était un repas d'adieu déguisé, même si personne ne prononça ce mot. La vieille dame bénit leur union naissante et leur donna ses derniers conseils. « Souvenez-vous, dit-elle en partant, l'amour véritable n'a pas peur de la mort. Il la transcende. Demain soir, ne pensez pas au risque. Pensez seulement à la beauté de ce que vous partagez. » Le 8 novembre arriva avec un ciel couvert et un vent froid qui annonçait l'hiver. Thomas et Maria passèrent la journée dans une préparation silencieuse, chacun méditant sur ce qui les attendait. Quand le soleil commença à décliner, ils savaient que l'heure était venue. Ils allaient jouer leur destin sur un rituel vieux d'un siècle, dans un endroit hanté par les souvenirs d'un amour interrompu. Mais pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, ni Thomas ni Maria n'avaient peur. Ils étaient prêts à affronter l'impossible au nom de leur amour. Le soleil disparaissait derrière l'horizon quand Thomas et Maria arrivèrent à la crique de Prairie Creek. L'air de novembre était glacial, et leur souffle formait de petits nuages de vapeur dans la lumière déclinante. Le lieu était exactement tel qu'ils l'avaient laissé lors de leur reconnaissance, mais il portait maintenant une charge émotionnelle différente. Maria s'arrêta au bord de l'eau, contemplant les ondulations paisibles qui reflétaient les dernières lueurs du jour. Thomas voyait qu'elle tremblait, et il ne savait pas si c'était à cause du froid ou de l'émotion. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Je devrais être terrifiée à l'idée de revenir à l'endroit où je suis morte, mais au contraire, je me sens apaisée, comme si je rentrais enfin chez moi. » Thomas la prit dans ses bras, sentant à travers ses vêtements que son corps était plus froid qu'à l'ordinaire. Depuis le matin, il avait remarqué que Maria perdait progressivement sa chaleur humaine, comme si son essence se préparait déjà au passage entre les mondes. « Vous n'êtes plus seul cette fois, » lui rappela-t-il. « Quoi qu'il arrive cette nuit, nous l'affronterons ensemble. » Ils commencèrent à installer les éléments du rituel selon les instructions précises de Martha. Thomas disposa les bougies noires en cercle autour du point où Maria était supposée être morte, tandis qu'elle préparait les herbes séchées dans un petit brasero en cuivre. Quand l'obscurité fut complète, ils allumèrent les bougies une à une. Chaque flamme semblait plus brillante que nature, projetant des ombres dansantes sur les troncs des saules pleureurs. L'atmosphère changea instantanément, se chargeant d'une énergie mystérieuse qui faisait frissonner l'air autour d'eux. Maria alluma les herbes, et une fumée parfumée s'éleva en spirale complexe vers le ciel étoilé. L'odeur était à la fois apaisante et troublante, évoquant des souvenirs qui n'appartenaient ni à Thomas ni à Maria, mais à leurs ancêtres. « Nous devons attendre minuit, » expliqua Maria en consultant la montre de Thomas. « C'est l'heure où le voile entre les mondes est le plus mince. » Ils s'assirent près du bord de l'eau.
main dans la main, regardant les flammes danser dans la brise nocturne. Thomas sentait que quelque chose changeait dans l'air autour d'eux. Il y avait une présence, plusieurs présences même, qui semblaient converger vers cet endroit. « Les sentez-vous » chuchota Maria. « Je crois, oui. Qui sont-ils » ? « Nos ancêtres, je pense. Ils viennent assister à l'accomplissement de leur œuvre. » En effet, Thomas croyait distinguer des silhouettes translucides à la périphérie de sa vision. Quand il tournait la tête pour les regarder directement, elles disparaissaient, mais il sentait leur présence bienveillante qui les entourait. À 11h30, Maria commença à manifester des signes alarmants. Sa forme physique scintillait comme une image mal réglée, et parfois Thomas pouvait voir à travers elle. « Cela commence », dit-elle d'une voix qui semblait venir de très loin. « La force qui me rappelle vers l'au-delà devient plus forte. Il faut nous préparer. » Thomas sortit le parchemin sur lequel Martha avait recopié les incantations nécessaires. Les mots étaient dans un mélange de latin et d'italien ancien, mais Martha avait fourni une traduction phonétique. « Êtes-vous prête » demanda-t-il. Maria hocha la tête, mais Thomas voyait qu'elle luttait déjà contre une force invisible qui tentait de l'arracher à ce monde. Elle devenait de plus en plus translucide, et sa voix prenait une qualité éthérée troublante. À minuit moins 5, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'eau de la crique commença à briller d'une lueur dorée, exactement comme l'avaient décrit les témoins de 1891. La lumière pulsait au rythme d'un chœur, et une mélodie mystérieuse s'éleva dans l'air, portée par le vent. « C'est maintenant » murmura Maria, sa voix à peine audible. Elle se leva et marcha vers le bord de l'eau. Thomas la suivit, tenant fermement sa main qui devenait de plus en plus froide et insubstantielle. « Thomas, » dit-elle en se tournant vers lui, « quoi qu'il arrive, souvenez-vous que je vous aime, que cet amour est la chose la plus réelle et la plus vraie que j'ai jamais connue. »« Je vous aime aussi, » répondit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Plus que ma propre vie. » Maria entra dans l'eau jusqu'aux genoux, et immédiatement, sa forme devint encore plus instable. Elle semblait tiraillée entre deux forces opposées, une qui la tirait vers le fond de la rivière et une autre qui la maintenait près de Thomas. « Commencez les incantations, » dit-elle avec urgence. Thomas déplia le parchemin d'une main tremblante et commença à réciter les mots anciens. Sa voix portait dans l'air nocturne, se mêlant à la mélodie mystérieuse qui continuait à s'élever autour d'eux. « Spiritus amoris aternus, vincula mortis frangit. » Avec chaque mot prononcé, les bougies brûlaient plus intensément, et la lumière dorée de l'eau devenait plus brillante. Maria était maintenant presque entièrement transparente, luttant visiblement contre la force qui tentait de l'emporter. « Je ne peux plus tenir très longtemps », allait tâter-elle. Le rappel vers l'au-delà devient irrésistible. Thomas accéléra ses incantations, versant tout son amour et toute sa détermination dans chaque syllabe. Mais il sentait que les mots seuls ne suffiraient pas. Il fallait quelque chose de plus, un sacrifice plus profond. Soudain, il comprit ce qu'il devait faire. Sans hésiter, il entra dans l'eau à son tour, rejoignant Maria au centre de la crique luminescente. « Thomas, non !» cria-t-elle. « C'est trop dangereux !» Mais Thomas savait qu'il n'avait pas le choix. Pour sauver Maria, il devait être prêt à partager son destin, quelle qu'en soit l'issue. Dès que Thomas entra dans l'eau, la température de la crique chuta drastiquement. La lumière dorée qui émanait du fond devint aveuglante, et la mélodie mystérieuse se transforma en un chœur de voix anciennes qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Thomas sentit immédiatement une force titanesque s'emparer de lui, une attraction vers les profondeurs qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. L'eau, bien qu'elle ne lui arrive qu'à la taille, semblait vouloir l'aspirer vers un abîme sans fond. « Thomas !» cria Maria, sa voix déformée par l'émotion et par sa nature de plus en plus spectrale. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Si vous mourrez ici, votre sacrifice sera vain. » Mais Thomas continua d'avancer vers elle, luttant contre le courant surnaturel qui tentait de l'entraîner. Il savait maintenant ce que la première Maria avait ressenti cette nuit de 1891, cette sensation d'être appelée par quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui exigeait un sacrifice total. « Je comprends parfaitement, » répondit-il en atteignant Maria et en prenant ses mains translucides dans les siennes. « L'amour véritable ne connaît pas la peur. Si nous devons mourir ensemble pour être unis, alors acceptons ce destin. » Au moment où leurs mains se touchèrent, une explosion de lumière dorée illumina toute la crique. Les silhouettes spectrales qui les entouraient devinrent soudain visibles,
Jeremiah Hartwell, Giuseppe et Rosa Castellano. Et au centre, rayonnante de beauté, la première Maria, l'esprit de Maria. Sourit à Thomas avec une tendresse infinie. « Mon descendant », dit-elle d'une voix qui résonnait comme le murmure du vent dans les feuilles, « vous avez trouvé le courage qui a manqué à Jeremiah. Vous êtes prêt à tout sacrifier pour l'amour. » Elle se tourna vers la Maria actuelle, qui luttait toujours contre les forces qui tentaient de l'emporter. « Ma sœur d'âme, ma création la plus précieuse, l'heure est venue de choisir. Voulez-vous retourner avec moi dans l'au-delà, où nous trouverons la paix éternelle? Ou voulez-vous rester dans ce monde, auprès de cet homme qui vous aime assez pour mourir à vos côtés? » La Maria actuelle regarda Thomas, puis l'esprit de son créatrice. « Je choisis la vie, » déclara-t-elle, avec une conviction qui fit trembler l'air autour d'eux. « Je choisis l'amour terrestre, avec tous ses défis et toutes ses joies. Je choisis Thomas. » L'esprit de la première Maria hocha la tête avec approbation. « Alors que le sacrifice soit consenti. Thomas Hartwell, acceptez-vous de donner une partie de votre essence vitale pour ancrer définitivement cette âme dans le monde des vivants? »« J'accepte, » répondit Thomas sans hésitation. « Maria, acceptez-vous de renoncer à votre nature spirituelle pour devenir pleinement humaine, avec toutes les limites que cela implique? »« J'accepte, » murmura Maria. L'esprit de la première Maria leva les bras vers le ciel étoilé, alors que l'union soit scellée par l'amour et par le sacrifice. Un rayon de lumière pure descendit des étoiles et enveloppa Thomas et Maria. Thomas sentit une partie de son être s'échapper de lui. Mais au lieu de l'affaiblir, cette perte le remplit d'une énergie nouvelle. Il comprenait maintenant que donner de soi par amour ne diminuait pas l'âme, cela l'agrandissait. Maria, de son côté, sentait sa forme spectrale se solidifier. Ses mains redevenaient chaudes, son cœur battait avec une force nouvelle, et elle respirait l'air nocturne avec des poumons véritablement humains. Au moment culminant du rituel, quelque chose d'extraordinaire se matérialisa autour du cou de Maria, un médaillon d'or et d'argent entrelacé, orné d'une pierre qui changeait de couleur au rythme de son cœur. C'était le symbole tangible de leur union, la preuve que leur amour avait triomphé des lois de la nature. « C'est fait », annonça l'esprit de la première Maria, sa voix s'affaiblissant déjà. L'œuvre commencée il y a plus d'un siècle est enfin accomplie. Vous êtes unis pour cette vie et pour toutes celles qui suivront. Les esprits de leurs ancêtres commencèrent à s'estomper, leur mission enfin terminée. Jeremiah s'approcha de Thomas une dernière fois. « Mon descendant, vous avez brisé la malédiction qui pesait sur notre lignée. Les hommes Hartwell ne connaîtront plus la solitude. Votre amour ouvrira la voie à de nombreuses générations heureuses. » Giuseppe et Rosa bénissent leur fille spirituelle d'un geste tendre, puis tous disparurent dans la lumière dorée qui s'estompait progressivement. Thomas et Maria se retrouvèrent seuls dans la crique, debout dans une eau redevenue normale sous un ciel étoilé paisible. Les bougies rituelles s'étaient éteintes d'elles-mêmes, mais la lune suffisait à éclairer leurs visages radieux. « C'est terminé », chuchota Maria, touchant le médaillon qui ornait sa gorge. « Je suis vraiment humaine maintenant. Je peux vieillir, tomber malade, mourir et vivre, » ajouta Thomas en l'embrassant tendrement, « et aimer, et être heureuse, et peut être même donner la vie. » Maria sourit, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Rentrons chez nous, Thomas. Nous avons toute une vie à construire ensemble. » Ils sortirent de l'eau main dans la main, laissant derrière eux le lieu où leur destin s'était accompli. La crique de Prairie Creek avait gardé ses secrets pendant plus d'un siècle, mais cette nuit, elle avait enfin révélé son plus grand mystère. L'amour peut vraiment triompher de tout, même de la mort. 6 mois plus tard, au printemps suivant, le ranch Hartwell avait retrouvé une vie qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Les premiers signes du changement étaient visibles dès l'approche de la propriété. Des fleurs ornaient maintenant les fenêtres de la maison, un potager soigneusement entretenu s'épanouissait près de la cuisine, et on entendait souvent des rires portés sur la brise matinale. Thomas et Maria s'étaient mariés civilement en décembre, dans une cérémonie simple mais émouvante à l'église de Prairie Creek. Harold Brennan avait servi de témoin, et Martha Kowalski avait organisé une réception dans la salle paroissiale. Toute la communauté était venue célébrer l'union de l'homme qui avait retrouvé le bonheur et de la femme mystérieuse qui avait transformé sa vie. Maria s'était parfaitement intégrée dans la communauté rurale. Elle aidait à l'école du dimanche, participait aux activités de bienfaisance et était devenue l'amie de toutes les femmes du voisinage. Personne ne questionnait plus ses origines, sa gentillesse et sa sincérité avaient conquis tous les cœurs.
le ranch lui-même prospérait comme jamais auparavant. Maria avait apporté des idées nouvelles pour diversifier les activités. Elle avait convaincu Thomas de se lancer dans l'élevage de chevaux, et ils avaient transformé une partie des terres en culture biologique de légumes qu'ils vendaient au marché fermier de Prairie Creek. Mais le changement le plus merveilleux était encore à venir. Par cette matinée de mai, Thomas se réveilla avant l'aube comme à son habitude. Mais cette fois, il ne se leva pas immédiatement. Il resta allongé, observant Maria qui dormait paisiblement à ses côtés, une main posée protectivement sur son ventre légèrement arrondi. 3 semaines plus tôt, ils avaient appris la nouvelle qui allait couronner leur bonheur. Maria attendait un enfant. La grossesse se déroulait parfaitement, et le médecin de Lincoln leur avait assuré que tout était normal. Pour Thomas, c'était la preuve ultime que Maria était devenue pleinement humaine. Elle portait en elle une nouvelle vie qui unirait leurs 2 lignées. Maria ouvrit les yeux et sourit en voyant Thomas qui la regardait. « Bonjour, mon amour. Vous êtes réveillé depuis longtemps? »« Quelques minutes seulement. J'aime vous regarder dormir. Vous avez l'air si paisible. » Maria s'étira avec précaution, sa main caressant instinctivement son ventre. « Notre petit se réveille aussi. Il bouge beaucoup ce matin. » Thomas posa sa main sur celle de Maria, sentant les légers mouvements de leur enfant à naître. Il ou elle a hâte de découvrir le monde. Comme ses parents l'étaient de se découvrir l'un l'autre, répondit Maria avec tendresse. Ils se levèrent ensemble et commencèrent leur routine matinale, mais celle-ci était maintenant partagée et joyeuse. Maria préparait le café pendant que Thomas allait nourrir les animaux. Puis, ils prenaient leur petit déjeuner ensemble en planifiant leur journée. « Martha vient déjeuner aujourd'hui » annonça Maria. « Elle veut nous apporter des affaires de bébé qu'elle a tricotées. Cette femme ne s'arrête jamais, » sourit Thomas. « Je pense qu'elle est plus excitée que nous par cette grossesse. Elle m'a dit qu'elle avait toujours rêvé d'être grand-mère adoptive. Notre enfant aura de la chance d'avoir tant de gens qui l'aiment déjà. » Après le petit déjeuner, Thomas se rendit dans le bureau de son père pour s'occuper de la paperasserie. Sur le mur, il avait accroché la vieille Bible familiale ouverte à la page de l'arbre généalogique. Il avait récemment ajouté une nouvelle entrée, Thomas Hartwell, épouse Maria Castellano, 8 novembre 2024, et en dessous, d'une écriture soignée. Enfant à naître, septembre 2025. Cette page représentait pour lui bien plus qu'un simple registre familial. C'était la preuve tangible que la malédiction des Hartwell était brisée, que leur lignée continuerait dans l'amour et le bonheur. Il entendit Maria qui chantonnait dans la cuisine une mélodie douce qu'elle fredonnait souvent depuis qu'elle avait appris sa grossesse. Cette musique remplissait la maison d'une joie pure qui chassait définitivement les fantômes de la solitude. Vers midi, Martha arriva avec ses bras chargés de paquets. Elle avait tricoté des couvertures, des petites chaussettes et même un adorable bonnet jaune pour que ce soit une surprise, expliqua-t-elle. « Mes chers, dit-elle en disposant ses cadeaux sur la table, je n'ai jamais vu 2 personnes plus épanouies. Votre amour illumine toute la région. » Maria rougit légèrement. « Nous avons eu de la chance de nous trouver. »« La chance n'a rien à voir là, dedans, » répliqua Martha avec sa sagesse habituelle. « C'était votre destin. Vos âmes étaient faites l'une pour l'autre depuis toujours. » Thomas regarda Maria avec l'émerveillement qu'il ressentait encore chaque jour. Comment avait-il pu vivre si longtemps sans elle? Cette femme extraordinaire qui avait traversé les barrières de la mort pour venir à lui, qui avait accepté de renoncer à son existence spirituelle pour partager sa vie terrestre. « Avez-vous choisi des prénoms » demanda Martha. « Si c'est une fille, nous l'appellerons Helena » répondit Maria, « en l'honneur de l'identité que j'ai portée en arrivant dans ce monde. »« Et si c'est un garçon ?»« Jeremiah » compléta Thomas. « Pour honorer l'homme qui a rendu possible notre rencontre, même si cela lui a pris plus d'1 siècle. » Martha approuva ses choix avec émotion. Cet après-midi-là, après le départ de Martha, Thomas et Maria se promenèrent dans leurs terres. Le printemps avait transformé les plaines en un tapis vert parsemé de fleurs sauvages. Les pommiers que Maria avait plantés près de la maison commençaient à bourgeonner, promettant une première récolte pour l'automne. « Pensez-vous parfois à votre ancienne existence ?» demanda Thomas. « Parfois, » admit Maria, « mais sans regret. Cette vie, avec vous, avec notre enfant à venir, vaut tous les mystères de l'au-delà. J'ai choisi l'amour terrestre, et je ne m'en repens pas une seconde. » Ils s'arrêtèrent près de la clôture qui délimitait leur propriété, regardant le soleil décliner à l'horizon. Thomas enlaça Maria par derrière, ses mains protégeant leur enfant. « Savez-vous ce qui me rend le plus heureux » murmura-t-il. «
Dites-moi, c'est de savoir que notre histoire ne se termine pas avec nous, elle ne fait que commencer. Notre enfant grandir dans l'amour, il ou elle connaîtra des frères et sœurs, et un jour, nos petits-enfants joueront dans ces mêmes champs. La lignée Hartwell ne sera plus marquée par la solitude, mais par l'amour. Maria se retourna dans ses bras et l'embrassa tendrement. Et quelque part dans l'au-delà, je suis sûr que la première Maria sourit en voyant l'accomplissement de son œuvre. Tandis que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel du Nebraska, Thomas et Maria rentrèrent chez eux, main dans la main. Leur maison les attendait, éclairée et chaleureuse, refuge d'un amour qui avait triomphé du temps, de la mort et de l'impossible. Dans quelques mois, les cris d'un nouveau-né résonneraient entre ces murs. Et l'histoire d'amour, qui avait commencé avec une boîte mystérieuse et 3 mots gravés « Ouvre-le », maintenant se perpétuerait pour les générations futures. L'amour véritable, après tout, ne connaît pas de fin.